Burkina Faso, Blaise Compaoré a démissionné et quitté le pays suite à des mois de manifestations contre une réforme constitutionnelle. Les détails dans ce journal. Et puis, en Espagne, des inondations catastrophiques ont causé la mort d'au moins 95 personnes, principalement dans la région de Valence, selon les autorités locales. C'est tout pour les titres. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au Journal International. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, était contraint à la démission à la suite d'une insurrection populaire qui l'a conduit à fuir son pays. Un pays qui manifestait depuis des mois avec les partis politiques ou des mouvements comme le Balai citoyen pour que soit rejeté un projet de réforme de la Constitution. Il aura fallu 48 heures à Blaise Compaoré pour perdre un pouvoir qu'il détenait depuis 27 ans, rappelle Frédéric Garac, rédacteur en chef du service Afrique de RFI. Il n'aura pas su écouter la rue. Les partis d'opposition et la société civile manifestaient depuis des mois contre sa réforme de la Constitution. On nous a gazés depuis le matin, mais malgré ça, la jeunesse est déterminée. Voilà, nous sommes à l'Assemblée, on va avancer. Nous allons faire dégager notre président, prévenait déjà un manifestant le 30 octobre. Après l'incendie de l'Assemblée nationale ce jour-là, où le vote de l'article 37 devait lui permettre de postuler pour un nouveau mandat, Blaise Compaoré tergiverse 24 heures avant de finalement annoncer sa démission le 31 octobre. Dans les rues de Ouagadougou, c'est une liesse incroyable. Un Burkinabé témoigne alors. Je n'avais pas de doute hier qu'il allait se passer des choses parce que la détermination des Burkinabés, lorsqu'elle est lancée, c'est inarrêtable. C'est le peuple qui a arraché le pouvoir, donc c'est au peuple de décider à qui remettre le pouvoir, abondait une manifestante. Un pouvoir remis finalement et provisoirement à un inconnu à l'époque, le lieutenant-colonel Zida, qui, devant les portes de l'état-major, rassure la population en annonçant le ralliement de l'armée. Depuis le 31 octobre 2014, Ouagadougou aura connu 3 putschs, 3 attentats et 2 élections présidentielles. Le Burkina Faso, sans Compaoré, a d'abord été l'espoir d'une vérité enfin établie sur des crimes qui ont marqué le pays. En premier lieu, celui de Thomas Sankara, au terme d'un procès qui aura duré 1 année et en l'absence de Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire. Celui-ci est condamné par Coutumas à la prison à perpétuité, tout comme son chef d'état-major, le général Gilbert Diendéré. Dans l'affaire Norbert Ansgo, en revanche, la famille de ce journaliste assassiné avec ses compagnons attend toujours un procès pour savoir quel rôle ont joué, là encore Blaise Compaoré et son frère François. Le Burkina post-Compaoré, c'est aussi une situation sécuritaire considérablement dégradée avec la multiplication des attentats terroristes dans le pays et aussi dans la capitale depuis 2016, avec celui de l'hôtel Splendid et l'attentat du café Aziz Istanbul en 2017. Face à l'impuissance du président Roch Marc Christian Kaboré, réélu en 2020, les militaires ont repris la main après 2 putschs successifs en 2022, mais ni le colonel Damiba ni le capitaine Traoré n'ont pu enrayer le phénomène terroriste qui s'accentue. Seul fait notable du pouvoir militaire, les syndicats, les partis politiques et les organisations de la société civile, ceux-là même qui avaient fait chuter Blaise Compaoré, sont aujourd'hui réduits au plus strict silence. L'ancien président, quant à lui, a acquis la citoyenneté ivoirienne et vit à Abidjan. Au Soudan, les forces de soutien rapide continuent leur exaction contre les civils dans l'est de l'état d'Al Jazira, où les victimes se comptent par dizaines, sans qu'aucun bilan précis ou définitif n'ait été communiqué. Au même moment, les craintes s'accentuent à propos de la poursuite du conflit soudanais qui dure depuis plus d'1 an et demi, alors qu'une nouvelle milice est même entrée en jeu dans l'est du Soudan. C'est un développement qui risque de compliquer davantage encore la situation à l'est du Soudan, une région de plus en plus entraînée dans cette guerre atroce qui a causé la mort de milliers de personnes et qui a déplacé 14 millions de Soudanais. La nouvelle milice qui se fait appeler Bataillon de l'Est a été entraînée en Érythrée voisine et a annoncé dans un communiqué qu'elle se déployait dans l'état de Kassala, adjacent de l'état de la mer Rouge. Le Bataillon de l'Est est dirigé par le général Al-Amin Daoud Mahmoud et intervient depuis peu dans la région orientale, à la limite de l'état d'Al Jazira.
Elle opère en coordination avec l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le but assumé par cette force est, selon son communiqué, de protéger le territoire de l'Est du Soudan en soutien à l'armée. Ce bataillon de l'Est fait partie d'une poignée de nouvelles milices apparues au Soudan après avoir reçu une formation en Érythrée. Leur apparition suscite des craintes quant à l'implication de nouvelles factions armées dans le conflit. L'armée soudanaise possède le soutien du président érythréen Isaias Afwerki. Il a récemment déclaré à la presse soudanaise que seule l'armée est capable de reconstruire le Soudan. Le débat sur l'avenir de la Constitution en RDC s'intensifie malgré les avertissements de l'Église catholique et l'opposition farouche de plusieurs figures politiques. Dans le camp du pouvoir, certains responsables envisagent même d'aller au-delà d'une simple révision. L'idée d'un changement de la Constitution commence à s'imposer comme une option possible. Parmi les cadres du parti présidentiel UDPS qui ne sont pas opposés au changement de la Constitution, Jean-Pierre Liot, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, interrogé sur la question, il estime que l'actuelle Constitution contient des dispositions qui entraînent des dépenses institutionnelles élevées au détriment des investissements porteurs pour le pays. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat comme dans d'autres pays sous d'autres cieux, qu'il y ait éventuellement une retouche de la Constitution, une révision ou même pourquoi pas un changement. Ce n'est pas un tabou. On peut décider d'avoir une nouvelle constitution si telle est la volonté du peuple, assure-t-il. De son côté, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, avance lui aussi des arguments en faveur d'un aménagement constitutionnel pour renforcer les institutions. On a des difficultés et le souci principal, tel que le président de la République l'a résumé, c'est d'avoir des institutions fortes. Il faut considérer que si une révision de la Constitution doit avoir lieu, elle le sera pour le bien de nos institutions et pour le bénéfice du peuple congolais, pose-t-il. Interrogé à Kisangani par un étudiant sur ses propres intentions, le président Félix Tshisekedi avait déclaré que sa personne ne comptait pas. Selon lui, un pays avec des institutions solides profitera à l'ensemble de la nation, quels que soient les individus en place. Du côté de l'opposition, des manifestations sont prévues sans qu'un calendrier ne soit annoncé. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, le parti présidentiel, a répliqué. Il promet que sa famille politique organisera aussi des marches pour soutenir la position du président. Nous aussi, nous allons prouver à la face du monde que nous sommes d'accord avec le président de la République pour changer cette constitution, a-t-il déclaré. Des inondations causées par des pluies torrentielles dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre ont causé la mort d'au moins 95 personnes dans le sud-est de l'Espagne, dont 92 dans la seule région de Valence, assure le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres. 2 autres personnes ont perdu la vie dans la région voisine de Castille-La Manche et une en Andalousie selon ce bilan provisoire. Les sauveteurs ont achevé l'inspection des zones sinistrées mercredi soir. Le bilan des inondations déjà le plus grave depuis 1973 en Espagne pourrait encore s'alourdir, prévient le ministre Ángel Víctor Torres. Bien que les pluies aient cessé, de nombreuses localités restent coupées du monde, des milliers d'habitants étant privés d'électricité. Le président de la région de Valence, Carlos Manzon, a annoncé que des 100 opérations de sauvetage terrestre et 70 aériennes avaient été menées. Le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil national à compter de jeudi, jour où le premier ministre Pedro Sánchez se rendra sur les lieux. Le roi d'Espagne Philippe VI a exprimé sa solidarité. Pedro Sánchez a rappelé l'importance de la vigilance face à ces phénomènes dévastateurs. Les autorités ont suspendu les trains à grande vitesse entre Madrid et Valence et annulé les vols à destination de la région. L'agence météo AMET maintient l'alerte rouge et signale que les pluies devraient persister jusqu'au jeudi 31 octobre. Enfin, Aurélien Ribes de Météo France souligne l'impact du changement climatique dans l'intensification de ces précipitations. Emmanuel Macron a exprimé la solidarité de la France et la disponibilité à apporter de l'aide. À 6 jours de la présidentielle ce mercredi 30 octobre, Donald Trump se met en scène dans le Wisconsin dans un camion poubelle et en tenue d'éboueur. Le candidat républicain tente de tirer profit de la gaffe de Joe Biden qui qualifiait la veille les Trumpistes d'ordures. Donald Trump monte sur scène dans le Wisconsin en tenue d'éboueur, gilet jaune et orange fluo sur les épaules.
250 millions d'Américains ne sont pas des ordures. Ces premiers mots visent directement la gaffe de Joe Biden. La veille, le président américain qualifiait d'ordures les sympathisants trumpistes. Quelques minutes plus tôt, Donald Trump paradait dans un camion poubelle frappé du logo de sa campagne. Le candidat ne rate pas cette occasion rêvée de jouer l'une de ses cartes favorites, celle de la victimisation. Le commentaire de Joe Biden est la conséquence directe de la décision de Kamala de considérer tous ceux qui ne votent pas pour elle de sous-hommes maléfiques. En fait, il vous traite comme des ordures et il traite notre pays comme des ordures, affirme-t-il. En 2016 déjà, Hillary Clinton avait qualifié les partisans de Trump de déplorables, un commentaire resté pour eux comme l'un des marqueurs du mépris des classes des élites démocrates, le carburant du populisme trumpiste. Qu'ils nous traitent d'ordures, c'est encore plus fort que pitoyable, vous ne trouvez pas, a ainsi rappelé le candidat républicain. Dans la journée, Joe Biden a tenté sans convaincre un rétro-pédalage par communiqué. Ce jeudi, le président des États-Unis a retiré toute apparition publique de son agenda. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.